Et voilà, de retour sur le plateau, nous allons rester donc dans cette page histoire et notamment donc la commémoration du 17 octobre 1961. Et nous en parlons ce matin accompagné de notre ami Nour Fella. Bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Fella? Ça va, et toi Nour? Ça me fait tout bizarre qu'on se retrouve sur un plateau de Mais ça télévision, me fait plaisir. Fella. Je Bah suis oui. ravie de partager ce moment avec toi Nour. Ah, quel Ça fait plaisir longtemps. pour moi. Quel plaisir pour moi. Ça va, Fella? Plaisir partagé Nour. Alors aujourd'hui, ce Ça sera va. une page d'histoire que nous allons ouvrir Tout ensemble, à n'est-ce fait. pas? Bonjour Hassan aussi. N'est-ce pas? Hassan, c'est la première fois qu'on se retrouve Aussi. sur un plateau Eh aussi. ben voilà, Je suis beaucoup ravie, d'exclusivité ce matin. Hassan, bonjour. Bonjour. Alors Ouais. Hassan, on s'est retrouvés il y a Le 2 jours de cela, spécialiste de finalement. l'histoire. Alors Hassan, il y a 2 jours de cela, effectivement, nous avons parlé, nous avons ouvert ensemble Du 17 octobre, la justement. page du 17 octobre et ça a été un point très précis parce que vous avez choisi donc de parler d'un roman, du premier roman, du premier écrit sur le 17 octobre, quelques années plus tard, notamment en 1984. Mais finalement, pour revenir un petit peu en arrière, ce qui a déclenché beaucoup d'événements, notamment le 17 octobre, c'est le déclenchement de la Révolution le 1er novembre, n'est-ce pas? Et le 1er novembre, ça a été tout un contexte de préparation. Et bientôt, nous allons célébrer le 70e anniversaire, finalement, du 1er novembre 1954. Et aujourd'hui, vous avez choisi, finalement, de revenir un petit peu sur ce contexte de préparation, n'est-ce pas? Sur ce contexte, c'est sur un lieu de mémoire. C'est la ferme Bachir el-Hedjim, donc qui se trouve À Constant. à Krisia, donc à l'époque, aujourd'hui Khraïsia. Khraïsia. Donc c'est un lieu de mémoire important parce que c'est une ferme qui s'étale quand même sur 5 hectares. Elle est aujourd'hui à cheval sur 2 communes, le Bab Hassan et Khraïsia. Et le 20 juillet 1954, et il y a eu l'une des rencontres les plus importantes des responsables de la Révolution. Alors cette du ferme, jour, alors. dans cette ferme. Donc c'était le 20, le 21 et le 22. 36 heures qui ont été consacrées à la formation notamment des artificiers, c'est-à-dire en plus des maniements des armes, ce stage a permis aux responsables donc d'apprendre comment confectionner une bombe et des grenades, des bombes et des grenades artisanales. Donc il y a eu, la liste elle est un peu longue, mais il est important Oui. quand même de donner la liste des Les noms participants. des Donc ce participants. stage il a été encadré par Mustafa Ben Boulaïd. Il y a eu des douches Mourad, العربي بن مهيدي، ربح بيطاك، عبد الحفيظ بوصوف، سويداني بوجمعة، زوبير بوعجاج، حاج بن علا، كويني عبد القادر، عثمان بالوزداد، محمد مرزوقي، قاسي عبد الله، مصطفى زرقيني et un représentant de la Kabylie. Pourquoi un représentant? Parce qu'à l'époque, il faut dire, c'est au lendemain de la réunion des 22. Hein. Donc Et la Kabylie n'avait manquait. pas encore statué sur le représentant. Ce représentant, donc, c'était Ouamran. Parce que C'était la 6e wilaya. Pourquoi. C'est Voilà. ça. Donc, pourquoi le choix? Le choix n'est pas fortuit. N'est pas fortuit parce que là, on reconnaît quand même le nom. Ce sont les grands artisans finalement de la guerre de libération. Bachir el-Hedjim, donc le propriétaire, le père d'une famille de 5 enfants, ces 5 enfants étaient engagés dans les rangs, notamment Abdelkader qui va donc tomber par la suite au champ d'honneur, mais c'est Abdelkader qui avait un contact avec Zoubeir Bouadjed. Il était en fait son ami parce que la famille Hedjim est originaire de Bir Mondraïs. Zoubeir Bouadjed, donc enfant de la colonne Voirol à l'époque, donc ils étaient des amis, et c'est comme ça qu'il y avait un lien établi entre ces deux militants, et qui va ouvrir les portes de cette ferme à ce groupe, à une quinzaine de militants. La seule femme qui se trouvait, c'était la mère, donc la mère des 5 des enfants. Engagée elle aussi? Non, la mère, on lui a dit, elle a préparé à manger, on lui a dit, c'était des ouvriers, des saisonniers qui sont venus pour justement travailler dans la ferme, sur 5 hectares. Et c'est comme ça qu'on a maquillé en quelque sorte ce rassemblement. Donc, à la fin, chacun
donc des participants, par exemple le groupe d'Oran qui a été envoyé par Ben Abdelmalek Ramdan, Kouini Abdelkader et Ben Allah, quand ils regagnent leur zone, ils vont faire exactement, ils vont à leur tour former un petit groupe de militants à la fabrication de bombes artisanales. C'est également le cas de Zouir Bouadjet, parce que tous ces gens-là, on va les retrouver à la tête des actions qui seront menées, Qui vont devenir le soir du 1er novembre. militaires. Ah oui, oui. Donc c'est une formation paramilitaire, si vous voulez. Hein, donc, et puis, la même ferme va servir là, à la veille, vraiment à la veille du déclenchement de la guerre de libération. C'est le 29, 30 et 31 octobre. Elle va accueillir donc 3 commandos, à leur tête Zouir Bouadjej, Ammar ou Amran et Rabh Bitat. Ils vont former à leur tour, donc c'était les derniers préparatifs. Donc si vous avez remarqué, ces 3 concernent la zone 4, c'est-à-dire l'Algérois. Zouir Bouadjej, il va former donc son groupe qui va mener les actions à Alger, la ville. Ouamran et Bitat, c'était la Mitidja, notamment à Boufarik. Et donc, et par la suite, la ferme va accueillir donc des militants qui vont venir, que ce soit de la Wilaya 3, de la Wilaya 4 ou bien de la Wilaya 5. Donc, un jour, un lieu, c'était donc le 20 juillet 1954. Et ça se passait dans la ferme des Moudjahidines, parce que Bachir el-Hajim et ses enfants. Khressia. Alors justement, que devient aujourd'hui cette ferme qui devrait être commémorée finalement? Ah oui, donc il y a eu une plaque commémorative qui a été déposée il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle se trouve toujours donc entre les deux On peut visiter communes, bien sûr. Les 2 communes, Khressia et Babas. Eh ben, très intéressant. J'ai appris au moins. Voilà, parce que c'est vrai que nous parlons toujours du 1er novembre et nous parlons toujours finalement du déroulement du 1er novembre, mais les préparatifs, on en parle. Non, il y a eu beaucoup de rencontres, qui ont précédé le 1er novembre, rencontres de préparation. Donc nous allons en parler d'ici donc le 1er. D'ici le 1er, alors on rappelle aussi que nous célébrons, nous commémorons le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et justement, après le déclenchement de la Révolution, beaucoup d'événements se sont passés, beaucoup de dates phares. Chacune d'entre elles a porté sa pierre angulaire finalement pour décrocher l'indépendance, notamment les événements du 17 octobre 1961. Et aujourd'hui, finalement, il y a ce devoir de mémoire et devoir de transmission et sensibilisation par rapport à notre histoire, n'est-ce pas, Fella? Tout à fait. C'est le 63e anniversaire de ces événements tristes et sanglants. Donc Djelia Pointe des Aides, événement oblige, anniversaire oblige, consacre ce numéro pour justement ces commémorations et toutes les activités qui se sont déroulées, notamment à Paris. Donc le rendez-vous est exceptionnel ce matin, à travers lequel nous ouvrons une page de l'histoire de notre glorieuse révolution Nour. Donc c'est le 17 octobre 1961, une date phare dans le processus révolutionnaire, on ne le dira jamais assez. C'est la première fois, et Hassan sera d'accord avec moi, c'est la première fois dans l'histoire des révolutions qu'un peuple a porté un combat libérateur sur le sol du colonisateur. N'est-ce pas, Hassan? Oui. C'est ce qui a fait toute la particularité de l'événement. Qui a mené l'épopée vietnamienne, a reconnu, quand il est venu en Algérie, il a dit, la spécificité du peuple algérien, c'est d'avoir transposé la révolution sur le sol de l'ennemi.
Donc, c'est Tout ça. à fait. Donc nous allons nous intéresser, comme je le disais en début de mon intervention, nous allons nous intéresser aux commémorations en France, au cœur de cette tragédie donc, auxquelles prennent part depuis 1974 le collectif du 17 octobre 1961, né dans la banlieue nord-ouest de Paris, et dont le membre actif, c'est l'infatigable Chérif Cherfi. Nous écouterons Chérif Cherfi à ce propos dans un moment, un peu plus tard. Chérif Cherfi qui était au Centre culturel algérien le 16 et le 17 et le 18, où un programme très riche et particulier a été consacré à cette date de recueillement national et international. Parce qu'il faut dire que la commémoration a été d'abord célébrée ici, et puis partout au niveau des représentations diplomatiques à l'étranger, algériennes à l'étranger. Donc à Paris, ces commémorations ont été marquées par la naissance d'une association, l'association des amis de Jean-Luc Einaudi. Donc Jean-Luc Einaudi qui a, si on veut, brisé le silence, parce qu'il a ouvert ces portes hermétiques des archives et qui ont pu donner encore plus de visibilité et de vérité au monde entier et de l'ampleur de la tragédie. Et d'ailleurs, même après l'ouverture des archives, il y avait des archivistes qui ont été sanctionnés pour avoir coopéré. Pour dire que vraiment c'était des portes closes qu'on ne pensait pas pouvoir les ouvrir. C'est pour ça que cette association est très importante. Donc je vous laisse écouter les amis et le directeur aussi du Centre culturel algérien qui vont s'exprimer autour de cette nouvelle association. Allez, on va écouter, on se retrouve juste après. Ce soir, nous rendons un hommage particulier à Jean-Luc Einaudi, historien engagé qui a consacré des années de recherche pour étayer et révéler la vérité sur le massacre du 17 octobre 1961. Son livre, La bataille de Paris, 17 octobre 1961, a permis de briser le silence imposé qui a entouré cette tragédie. Par son travail inlassable et sa détermination inébranlable, Einaudi a contribué à ce que ce crime innommable soit connu et reconnu et que la mémoire des victimes soit honorée. Nous avons fait cet événement aujourd'hui d'abord au Centre culturel algérien, parce qu'il y a la naissance de cette association qui est l'association Les Amis de Jean-Luc Einaudi, et que c'est un personnage principal qui a apporté beaucoup de choses, qui a fait un travail extraordinaire et que nous tenons absolument à le saluer au travers de ces commémorations pour le 17 octobre. Ça a rassemblé très très vite, là, en quelques 3 semaines, on est déjà une cinquantaine. Ça va très très vite et c'est surtout très intéressant parce que les gens qui adhèrent veulent s'impliquer vraiment au nom de cette idée de travail, de mémoire qui est un peu comme un dogme, si je puis dire, de Jean-Luc. Et l'association a donc pour but de faire travail de mémoire et principalement, alors évidemment pour aller obtenir la reconnaissance de crimes d'État par les institutions, et pas seulement le président ou le Premier ministre, mais par une loi, pour que ce soit définitif. Mais l'autre aspect objectif de l'association, c'est de travailler en direction de la jeunesse pour faire passer le contenu, la rigueur, les méthodes de travail de Jean-Luc, qui sont vraiment très intéressantes, parce que quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si je pouvais le définir, et je disais que si je reprends si je me réfugie dans le français le plus classique du temps des Lumières, c'est un grand honnête homme. Et cette qualité citoyenne, on voudrait la transmettre, faire savoir que ça existe, donner le goût à des jeunes d'aller dans cette direction. En octobre 61, j'avais 14 ans.
et j'habitais au bord du canal à Aubervilliers. Voilà. Maintenant, je vais vous dire, toi qui jettes une fleur dans la Seine en mémoire des Algériens, assassinés le 17 octobre 1961, salue aussi la mémoire de Jean-Luc Einaudi. Le retour à notre mémoire collective du massacre du 17 octobre 1961, longtemps occulté, est le fruit de combats collectifs. Mais il doit beaucoup à un homme disparu il y a 10 ans, auquel nous souhaitons rendre hommage, Jean-Luc Einaudi, 1951-2014. Héros moral, selon le mot de Mohamed Harbi, d'un combat de 30 ans pour la connaissance et la reconnaissance de ce crime policier raciste et colonial perpétré en plein Paris. En plein Paris. Donc, un crime perpétré en plein Paris. Mais Jean-Luc Einaudi a aussi restitué la vérité et mis la lumière sur l'affaire Yveton. Oui, Yveton. Pour l'exemple. Donc, voilà, par exemple. Donc, je dois préciser aussi et remercier Farid Zarzour et Ouishkel Jean Stonio, j'espère que j'ai pas écorché son nom, pour les images donc on rappelle, c'était l'événement de commémoration qui s'est déroulé 16, 17, 18, c'est ça à Paris 16, 18, 19, même aujourd'hui, il y a encore... Parce qu'il faut dire que les événements du 17 octobre, c'est pas uniquement le 17 octobre. Il y a des corps qui ont été repêchés bien plus tard. Donc, et puis le combat des femmes, qui cherchaient la vérité, qui cherchaient leur famille. Déjà dans le plan du comité fédéral, il y avait 17, 18, 19. Donc la marche la manifestation officielle, et puis la grève générale, et puis la marche des femmes. Donc devant les commissariats. Absolument. Chef Cherfi va en parler un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail de mémoire qui a été porté par des hommes avec un grand H. Donc, tel que l'infatigable Chef Cherfi, comme je le disais tout à l'heure. On va justement parler de l'histoire de ces commémorations. On écoute Chef Cherfi. Le collectif 17 octobre 1961, banlieue nord-ouest. Et je peux vous dire que les premières commémorations qu'on a fait, nous on est à Colombes, au pont de Beson. Nous y sommes depuis 1974. 1974, parce que l'année 1973 a été encore une année ensanglantée, puisque plusieurs dizaines d'Algériens ont été assassinés sur tout le territoire national, en plus de l'attentat qui s'est produit au consulat d'Algérie à Marseille, où il y a eu 4 morts. C'est à ce moment-là qu'on a pensé qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et la seule chose que nous avions, c'est que nous étions pas loin du pont de Beson et nous sommes allés jeter quelques fleurs dans la Seine. Nous, avec notre collectif, on ne se limite pas au 17 octobre, parce qu'il y a 2 dates qui suivent le 17 octobre. Il y a le 20 octobre 1961 et il y a le 9 novembre 1961, qui ont été des manifestations exclusivement de femmes algériennes. Entre autres, pour aller réclamer donc justice le 20 octobre et le 9 novembre pour aller manifester devant les centres de rétention, devant les prisons, pour demander évidemment la libération de tous ceux qui avaient été retenus. Donc nous, on essaye de ne pas oublier ces dates-là. Je pense que mon film, malheureusement, il sera toujours un peu d'actualité parce que tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance d'État. À chaque fois que je le passe, depuis 23 ans, du coup, il y a toujours des gens qui sont émus, des gens qui sont touchés, des gens qui ont envie de parler, qui racontent en disant j'y étais, etc. Et du coup, c'est comme si c'était à chaque fois les premières fois, c'est-à-dire que ça revient régulièrement, les mêmes questions, les mêmes pourquoi tout ça, les mêmes réponses par rapport à l'État, par rapport à ce massacre, par rapport à l'oubli, par rapport à la non-reconnaissance. Malheureusement, il sera toujours un peu d'actualité parce que tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance d'État.
Il n'y a pas de reconnaissance, mais nous, tout n'a pas été dit non plus. Donc il reste encore des zones d'ombre. Justement, Fabrice Richiputi, c'est Voilà. ça, Oui. nous parle justement d'une découverte qui a été faite par un des journalistes de Mediapart. On l'écoute. Bon, il se trouve que Gilles Monceron et moi étions allés voir les journalistes de Mediapart, Fabrice Arfi notamment, et Louis Plenel, en disant on voudrait bien faire des trucs ensemble. Et Fabrice Arfi, vous connaissez Fabrice Arfi, qui est connu pour ses enquêtes pas du tout historiques, est allé mettre son nez dans les archives de l'Élysée qui venaient d'être ouvertes, hein, et il a trouvé, alors c'est pas un scoop extraordinaire, mais il a quand même trouvé quelque chose qui compte, c'est des documents qui prouvent que le général de Gaulle est très vite informé de la tragédie, de la violence de la police et d'un grand nombre de morts, qu'il annote, alors il est informé par un conseiller, hein, je ne sais plus lequel, voilà, il annote en disant c'est inadmissible, il faut que Roger Frey tienne mieux sa police, etc. Et puis il ne se passe rien, de Gaulle ne fait rien, et de Gaulle maintient Maurice Papon en poste à la préfecture de police de Paris, jusqu'en 1967. Et il le couvre de décorations, d'éloges, etc. Voilà, c'était donc ce témoignage par rapport à cette nouvelle découverte. D'ailleurs, nous en avons parlé il y a 2 jours de cela, Oui, Hassan, par rapport à nous savons cette... aujourd'hui, justement, grâce à ce travail notamment de Gilles Monceron et de Fabrice Richiputi, qu'il y a des archives à l'époque. Moi-même, je les ai visitées avec Oui. Pouillot. Il y a, concernant l'implication des plus hautes autorités de l'État français, dans ces massacres, il y a tout simplement une carte archive détruite. Or, nous savons que la France, c'est un pays d'archives, donc on ne détruit jamais les archives. Et c'est grâce à ce travail acharné des historiens qu'on a découvert que De Gaulle savait et était informé du déroulement de ces opérations. Et un autre journaliste, Nouzi, dans Les tueurs de la République, il a dit que quand il s'agit de ces massacres, quand il s'agit de liquider par exemple les avocats du FLN, etc., la liste ou bien les opérations ne peuvent pas être menées sans l'accord du général de Gaulle. Donc il y a un comité autour de Michel Debré, assisté du ministre de l'Intérieur, du représentant du service action du SDES à l'époque et du préfet de police. Ils établissent un rapport, ils fixent la liste des noms par exemple, ou bien l'action qu'ils doivent mener. Nous savons que dans le cas des massacres du 17 octobre, que l'opération a été validée par Charles de Gaulle. Cela veut dire qu'on va découvrir encore d'autres vérités, Hassan. Bien sûr, certainement. Tout n'est pas encore dit sur les massacres du 17 octobre 1961. En tout cas, je tiens encore une fois à remercier Wishkel Jean Stonio, voilà. Wishkel Jean Stonio et Farid Zerzoul pour les images et témoignages aussi. Et les témoignages qui ont été recueillis. Donc, gloire à nos martyrs et vive l'Algérie indépendante. C'est la phrase qui a retenti aussi partout à travers nos consulats et représentations diplomatiques, à l'instar du consulat de Milan, à leur tête Adel Talbi, qui fait un travail formidable auprès des associations, des différentes associations culturelles, associations algéro-italiennes qui se mettent en avant le patrimoine algérien, mais l'histoire aussi, ces associations qui ont contribué à l'activité, dont un film qui a été réalisé
par la présidente de l'association Timgad, une association qui a été créée en mai, le mois de mai dernier, donc Antonietta Koté-Mini, Linda Darmouchi aussi, elle est appelée aussi comme ça, qui a fait un petit film en italien sur les massacres du 17 octobre 1961. On regarde un petit extrait. arrêtés, ils sont jetés à la Seine la nuit. واحد ما على بالو. Il 5 ottobre 1961, il prefetto di polizia di Parigi, Maurice Papon, emanò un ordine per imporre un coprifuoco razzista. Voilà, c'était donc un extrait de ce c'était la voix documentaire. de Antonietta Koté-Mini qui a fait ce film. D'ailleurs, ici en Algérie, et elle est rentrée en Italie pour l'offrir au consulat de Milan. Donc, je disais que cette date reste une date phare. Pour l'immigration, parce que c'est aussi, il faut le rappeler, que c'est la journée nationale de l'immigration. Oui. Et on le rappelle souvent, on le rappelle à chaque fois, car cette immigration, on sait maintenant où elle tient cette force et cette résistance et ses valeurs. Donc voilà ce qu'il y avait à dire autour des événements et des commémorations surtout. Je remercie encore une fois Farid Zarzour qui a vraiment été disponible et qui a fait un effort extraordinaire pour m'envoyer toutes ces images et témoignages. Il y a aussi à dire que le discours du président de la République a été fort envers la communauté algérienne, ou je les appelle moi les Algériens du monde, dont le lien est très fort avec l'Algérie, un lien d'abord qui est traduit par cette volonté de venir travailler, de faire des choses, de dresser ses passerelles et ses ponts. Voilà, Nour. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être revenu sur cette date charnière et surtout sur tous les efforts qui sont consentis par tous les Algériens qui se trouvent de l'autre côté de la rive, justement, pour maintenir, pour préserver notre mémoire et la transmettre surtout aux nouvelles générations. Tu le disais si bien, on comprend maintenant d'où cette génération tient toute sa force, d'autant plus que c'est une génération, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas encore visité l'Algérie, ne connaissent pas l'Algérie, et pourtant l'attachement il est là, c'est dans les gènes. Il est très très fort, effectivement. C'est dans les gènes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Fella, on te retrouve demain exceptionnellement pour Bonjour d'Algérie. N'est-ce pas, à partir de 8h. Je vais me jeter à l'eau. Il faut bien. Il y a un début à tout, n'est-ce pas, pour me coacher. Bon, coacher, c'est un peu trop dire, mais bon. Merci beaucoup, Fella. Donc déjà, on va se dire à demain et à dimanche prochain. Inch'Allah. Hassan, merci beaucoup.